Europe 1 Soir, 19h-20h. Hélène Zellani. 19h23, merci à ceux qui nous rejoignent sur Europe 1. 13 novembre, triste anniversaire, celui des attentats qui ont coûté la vie à 131 personnes, 90 au Bataclan, un bilan qui aurait pu être encore plus lourd sans l'intervention de la BRI. Ce soir, nous avons la chance d'être en ligne avec Jérémy Milgram. Bonsoir. Bonsoir madame. Votre nom est un pseudonyme et pour cause, vous êtes chef de groupe opérationnel de la brigade de recherche et d'intervention et vous avez participé à l'assaut pour libérer les otages du Bataclan. Merci beaucoup d'être notre invité dans Europe 1 Soir. Vous publiez un ouvrage intitulé Les anges gardiens du 36 avec des illustrations de votre collègue Jean-Charles Sanchez. 10 histoires qui sont inspirées de véritables enquêtes pour éclairer un peu sur ce qu'est cette unité spécialisée de la police judiciaire parisienne. Pourquoi vous avez ressenti le besoin d'écrire ? C'est pas forcément un besoin que j'ai pu ressentir, c'est à l'occasion de la rencontre que j'ai pu avoir avec J.C. Sanchez que vous avez cité, qui m'a effectivement soumis l'idée d'une possible collaboration entre nous. Et je me suis pris au jeu avec lui et effectivement ça a été pour moi le moyen de faire passer un peu des messages et surtout de faire comprendre au plus grand nombre ce que représente le métier d'opérateur à la brigade de recherche et d'intervention de Paris. Ouais, parce que c'est un métier qui intrigue beaucoup et qui attire sans doute beaucoup les jeunes, j'imagine. Alors, disons, la représentation du métier peut attirer, effectivement. Moi, ce que j'ai voulu montrer un petit peu, c'est la réalité du métier. Et effectivement, si ça peut susciter quelques vocations, j'en suis très content. Vous montrez aussi l'envers du décor. Un petit peu, c'est pas toujours facile, vous vous en doutez. On fait face à, normalement, dans ce qu'on appelle la BRI, c'est que la situation est quand même déjà difficile. Souvent, ce sont les policiers qui nous appellent dans la partie intervention. Donc, on est là pour aider les policiers. Ça veut dire que la situation est déjà dure et qu'on dispose de process, d'entraînement spécifiques et de matériel spécifique qui nous permet d'intervenir et d'aller au mieux pour que les situations soient réglées de la manière la plus pacifique possible quand c'est possible. Vous avez conscience qu'on vous considère souvent comme des héros ? Oui, alors la notion de héros, elle est très relative et elle est surtout très fragile et dans le temps, elle s'oublie vite. Effectivement, on a été applaudi en 2015 et quelques mois après, on était au retour à la normale. Vous voyez vous comprenez ce que je veux dire. Je vois ce que vous vouliez dire. Vous parlez de 2015. Aucune de vos 10 histoires n'évoque le Bataclan. Ah non, clairement, je me suis refusé par pudeur et puis par respect à l'égard des victimes, entre guillemets, me servir du 13 novembre et de le décrire dans un ouvrage de fiction. C'était pour moi pas possible. Donc j'ai essayé de raconter une histoire qui s'appelle d'ailleurs le 14 novembre pour pouvoir faire toucher du doigt au lecteur ce que peut ressentir un policier au cours d'une attaque de type un peu terroriste, mais sans commune mesure avec le 13 novembre, bien sûr. Et 8 ans après, qu'est-ce qui reste de cette intervention hors norme dans votre esprit ? Déjà des images, des sons, des odeurs. C'est quelque chose qui reste imprimé à vie pour mes camarades et moi-même. Alors on a tous vécu un peu de manière différente, et l'après également, mais ça reste très prégnant. Ce matin, l'ensemble de la brigade était auprès des victimes devant le Bataclan pour honorer leur mémoire et également échanger avec les survivants. Donc, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Et il y a vraiment un avant, un après dans l'unité. On a changé beaucoup de choses, notre état d'esprit, notre manière de s'entraîner, notre matériel. La BRI après 2015 a été une nouvelle unité. D'ailleurs, on a doublé les effectifs et on a appris quasiment un métier nouveau, Et depuis ce temps, on ne cesse de s'adapter à la menace qui également évolue. Vous avez réussi à garder vos émotions à distance pendant l'intervention et par la suite ? Alors, pendant l'intervention, ce qui rend la maîtrise des émotions plus facile que pour, par exemple, un otage, c'est que nous, on garde le contrôle en permanence et qu'on a vraiment une mission à accomplir. On perd pas le contrôle de sa destinée, puisque c'est nous qui agissons. Donc on est occupé, on a un boulot à faire et on le fait. Et ensuite, c'est très personnel la manière de gérer les émotions. Il y en a qui le gèrent en famille, il y en a qui le gèrent en groupe, qui sentent le besoin d'aller voir un psy. Pour la plupart d'entre nous, c'est le fait d'appartenir au groupe, de revoir ses copains ses camarades avec qui on était ce soir-là, qui permet d'assimiler et de continuer malgré ce qu'on a pu voir ce soir-là. Vous diriez que ça vous hante encore aujourd'hui ? Je dirais pas que ça me hante parce que ça me pose pas vraiment de problème de sommeil ou de réveil. Mais par contre, j'ai les images effectivement quasiment en permanence dans la tête dès lors que je suis confronté à une situation qui pourrait me rappeler les conditions d'intervention, notamment une salle de concert, notamment une salle de cinéma bondée,
une foule. Effectivement, là, j'ai gardé quelques stigmates, je pense, de ce soir-là. Et quand vous avez entendu ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre, des jeunes tués alors qu'ils faisaient la fête, est-ce que ça vous a retransporté 8 ans en arrière? Alors au début, j'ai eu du mal à appréhender l'ampleur de l'attaque, mais quand j'ai vu les premières images, notamment du festival de musique électronique, avec ces près de, je crois, 240 victimes, effectivement, ça m'a replongé. C'était quasiment les mêmes images. Des jeunes blessés, tués. Oui, effectivement, ça m'a replongé dans ce soir-là. Et c'était difficile pour vous? Ou ça fait partie du métier, ça fait partie aussi de votre travail, d'affronter parfois ces réminiscences? Je pense que ça fait partie du travail. Alors après, ça m'a fait un peu mal, mais surtout, ça conforte dans l'idée qu'il faut continuer à se préparer et qu'on soit à même de réagir, voire d'éviter de tels drames dans notre pays, quoi. La menace est toujours là, malheureusement. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Vous considérez que la menace terroriste est toujours présente? Ça, j'imagine que oui. Est-ce qu'elle est encore plus importante à l'heure actuelle en France? Alors moi, au niveau de connaissances et de décisions où je suis pas destinataire de ces renseignements-là. Moi, c'est juste un avis personnel. Et en tout cas, nous, on se doit, les opérateurs des unités d'intervention spécialisées, ils se doivent d'être prêts, quoi qu'il en soit, et de pouvoir réagir au mieux en cas de crise grave. Donc la question, on ne se la pose même pas. On envisage toujours le pire, de manière à être efficace le jour J. Vous êtes toujours opérationnel aujourd'hui? Oui, complètement. Vous voulez le rester pendant combien de temps? Alors, on va dire que je suis un petit peu accro à cette fonction. Et c'est très dur pour moi et je pense pour les gens comme moi d'envisager de passer à autre chose. Tant que j'ai la capacité physique et mentale et j'ai toujours l'envie, je continuerai ce métier qui est ancré en moi. Vous n'avez jamais peur? J'ai rarement peur pendant. Je peux avoir peur un petit peu après, a posteriori, en réalisant un petit peu ce qui a été fait, mais c'est ça en gros. Plutôt après. Merci beaucoup Jérémy Milgram. Merci d'avoir été en ligne sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, chef de groupe opérationnel de la BRI. Vous sortez un livre illustré chez Mareuil, Les anges gardiens du 36, avec une préface du réalisateur Olivier Marchal. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci madame. Allez, on va marquer une petite pause. On va se retrouver juste après pour continuer à parler terrorisme en cette journée du 13 novembre qui a marqué nos esprits. Nous serons avec l'historien Denis Péchanski. 19h20. Hélène Zélani. 19h34, nous sommes le 13 novembre, vous le savez, comme chaque année, des rescapés et des familles de victimes se sont réunis devant le Bataclan, le Petit Cambodge, le Carillon ou encore au Stade de France à Saint-Denis. Bonsoir Denis Péchanski. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct dans Europe 1 Soir. Vous êtes historien et vous co-dirigez le programme de recherche 13 novembre sur lequel on va discuter tout à l'heure, si vous le voulez bien. Avant toute chose, restez avec nous. J'aimerais qu'on prenne en ligne une auditrice d'Europe 1. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Alors vous, ce 13 novembre, il vous rappelle des souvenirs très précis. Vous l'avez vécu de près. Racontez-nous. Oui, la BRI avait fait le plan d'assaut chez moi. Et j'ai accueilli après toute la nuit les gens de la fosse, ceux qui n'étaient pas morts ou blessés. Et c'était une nuit très difficile. Vous êtes retrouvé en plein cœur de l'assaut, évidemment de manière totalement inattendue, à la fois avec les membres de la BRI et à la fois avec des rescapés qui étaient au milieu de votre salon, si je comprends bien. Alors, non, au milieu de mon salon, c'était mes clients. Parce que moi, j'avais un établissement, donc la BRI a fait le plan d'assaut chez moi au rez-de-chaussée, mes clients étaient au premier. Et dans mon café, il y avait tous les rescapés. Et comment aujourd'hui vous vivez ça, en plus en ce jour anniversaire? Vous avez l'air ému encore aujourd'hui. Oui, je suis très émue parce que j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai pas pu venir aujourd'hui parce que hier j'étais à Paris. Mais oui, j'ai reçu beaucoup de messages, donc ça m'émeut que les gens ne m'aient pas oublié. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais parce qu'on n'est jamais préparé. Et vous avez le sentiment que vous avez une sorte d'union avec toutes ces personnes que vous avez aidées ce soir-là? Ah oui, mais absolument. Et ils me l'ont écrit. Oui, on est en union. Merci beaucoup Véronique, on sent votre émotion. Denis Péchanski, quand vous entendez cette émotion de Véronique qui n'était pas directement une victime des attentats mais qui a été par la force des choses prise dans ce tourbillon, ça doit vous parler parce que vous,
ce que vous étudiez, c'est la mémoire des attentats. Exactement, et c'est très émouvant. C'est très émouvant, et je crois avoir reconnu Véronique, mais parce qu'on connaît évidemment tous les protagonistes dans cette affaire, puisque nous essayons d'avoir un maximum d'entretien, du plus proche au plus lointain des attentats. Et au plus proche, on oublie justement souvent ce qu'on appelle les aidants de première ligne, ceux qui ont ouvert leurs portes, ceux qui ont accueilli les rescapés, comme Madame. Donc on voit bien les victimes, bien sûr, les parents endeuillés, les témoins. On voit bien, Madame évoquait la BRI, donc les policiers de base du 11e, du 10e, et puis la BAC, et puis la BRI, bien sûr, qui est venue d'abord, puis dans un deuxième temps, le RAID est venu en soutien. Et puis on a ces aidants de première ligne qui ont joué un rôle absolument central, mais ils en gardent une trace. Alors justement, j'aimerais que vous nous expliquiez en quelques mots, vous dirigez un programme de recherche 13 novembre, vous suivez environ 1 millier de personnes jusqu'en 2028. Expliquez-nous l'idée de ce programme. En fait, l'idée est venue d'une réflexion sur l'articulation entre mémoire individuelle et la mémoire collective que nous menions déjà depuis quelques années avec mon collègue Francis Eustache, qui est un neuropsychologue. Et moi, je suis historien de formation, et simplement de se dire qu'il est impossible de comprendre la mémoire collective, comme l'on dit, si on ne prend pas en compte ce qui se passe dans le cerveau, et réciproquement. Et donc, on a plusieurs volets d'un programme qui dure depuis 2016 et qui doit durer jusqu'en 2028. Et les deux volets principaux, on va dire, le premier, c'est ce qu'on appelle l'étude 1000. On essaye de suivre au maximum, bien sûr, il y a des pertes en ligne, mais il y en a beaucoup qui reviennent, 80% en fait reviennent pour se faire interviewer par l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, le CPAD, le service des armées, et qui sont enregistrés, ce qui fait que ça participe aussi du patrimoine de la mémoire du 13 novembre, d'une certaine façon. On les a enregistrés en 2016, et pour voir comment évolue leur mémoire, on essaie de les retrouver en 2018, en 2021, c'est fait. Et la prochaine étape, la dernière, ce sera 2026, 10 ans après la première captation. Et puis on a eu... Oui, pardon. Non, je me demandais simplement, puisque vous suivez les mêmes personnes sur le long terme, est-ce que vous avez l'impression que la douleur s'atténue ? Je ne peux pas vous dire ça après le 7 octobre. Oui. Pour avoir des contacts avec les rescapés, avec les familles, il est évident que quand vous avez des chocs qui rappellent ce qui s'est passé, vous avez un réveil de ce que nous appelons ce qui s'appelle le trouble de stress post-traumatique. Une réactivation de cette douleur. Ah, très clairement. Ils le disent tous. Et c'est normal. Et ils le disent d'autant plus quand, dans le cas du 7 octobre et ce qui s'est passé en Israël, avec cette attaque, ce programme du Hamas, on s'est retrouvé avec les mêmes agresseurs, c'est la même famille idéologique, les mêmes victimes, puisqu'on a des jeunes qui faisaient la fête, ou qui étaient dans les kibboutz, qui en plus étaient tous massivement de gauche contre le gouvernement Netanyahou. Donc on est vraiment dans la configuration très proche de ce qu'on a connu le 13 novembre. Et puis, c'est le même modus operandi. C'était déjà l'horreur le 13 novembre, et là, on a franchi des limites à peine imaginables de ce que l'homme peut faire avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc, il est évident que ça va réactiver des angoisses et quelquefois des troubles de stress post-traumatique, c'est-à-dire ces pathologies qui sont des chocs traumatiques qui s'incrustent, qui durent plus d'un mois. Quand ils durent plus d'un mois,
on parle non plus de choc traumatique, mais de troubles de stress post-traumatique. Et là, on parle aussi bien de victimes que de personnes comme Véronique qui étaient là par le plus grand des hasards et qui ont été, comme vous dites, les personnes en première ligne, peut-être même aussi les membres des forces de l'ordre qui se sont pris ce choc psychologique et qui vont mettre beaucoup de temps, voire qui ne s'en remettront jamais. Vous dites que la mémoire des attentats du 13 novembre participe à façonner la société de demain. Oui, je suis convaincu de ça, d'autant plus que dans un autre volet, je vous dis, il y a un volet biomédical sur l'analyse de ce trouble de stress post-traumatique qui se mène à Caen, et puis il y a des enquêtes qui sont menées avec le CREDOC, des enquêtes d'opinion, comme tous les instituts qu'on connaît bien sûr, et le CREDOC pose régulièrement des questions en lien avec nous, sur la mémoire du 13 novembre à l'ensemble des Français, ce qui se rapproche le plus, en quelque sorte, de la mémoire collective. Et on voit comment le 13 novembre 2015, véritablement, est la référence pour ces Français quand on parle des attentats terroristes et qu'on leur dit quels sont les attentats terroristes pour vous les plus importants depuis l'an 2000. On voit bien que le 13 novembre était en tête d'emblée, surtout quand on parle de la France et de l'étranger. Donc il y a le 11 septembre qui émerge aussi, mais là véritablement après le procès en particulier, on voit que le 13 novembre a été on va parler de ce que j'appelle la condensation mémorielle, c'est-à-dire quand on vous parle des attentats terroristes, il y a un attentat qui va émerger. Et ce qui va d'ailleurs poser des problèmes, parce que on parle beaucoup moins, par exemple, de ce qui s'est passé à Nice. Et ça a des conséquences aussi sur les familles, sur les victimes, les rescapés de Nice, parce que c'est un peu la double peine. Non seulement ils ont subi ce qu'ils ont subi, mais en plus, on en parle moins. Ils ont le sentiment qu'on les a oubliés. Écoutez, vous faites un travail très important et j'aimerais beaucoup qu'on vous reveniez nous en parler, évidemment au fur et à mesure de vos enquêtes. C'est absolument passionnant. Merci beaucoup Denis Péchanski. Vous êtes historien, je le rappelle. Vous menez ce programme de recherche 13 novembre et on vous doit notamment le livre Mémoire et traumatisme avec Francis Eustache aux éditions Duno. À très bientôt, j'espère. Nous, on se retrouve dans un instant.